Bien, bonjour. Merci pour l'introduction et puis merci à Oléa pour m'avoir invité. Donc, l'objectif, c'est de présenter une nouvelle modalité que permet l'imagerie vive de diffusion, qui n'était vraiment pas prévue, mais finalement, vous allez voir, on peut faire aussi de l'élastographie virtuelle, c'est-à-dire sans vibration mécanique. Donc, je vais d'abord rappeler un petit peu la diffusion, ce que c'est, comment on la mesure, parce que vous verrez que c'est ça qui fait qu'on peut faire d'IRM d'élastographie virtuelle. Bon, l'IRM de diffusion, c'est quelque chose qui est ancien maintenant, de 84-85. Et l'idée, c'est de pouvoir caractériser la structure des tissus. Donc, sur une image où on voit une lésion, qui a une résolution de l'ordre du millimètre, c'est de voir si on ne peut pas faire une biopsie virtuelle. Et en étudiant le mouvement de diffusion d'eau, donc le mouvement brownien, si on veut, les molécules d'eau vont explorer sur leur parcours des structures, comme des fibres, des membranes cellulaires, et nous donner une information, si on arrive à récupérer les paramètres de diffusion sur ce qu'elles ont vu. Donc tout ça repose sur une équation simple qui lie le déplacement à la diffusion, qui a été écrite par Einstein dans sa thèse de physique, qui n'est pas du tout sur la relativité, mais c'est vraiment sur la diffusion. Voilà, donc pour très caricaturalement, c'est dans un verre d'eau, la distribution du déplacement des molécules est gaussien, alors que dans un tissu, à cause des obstacles, le mouvement est restreint. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un lien entre les propriétés de diffusion qu'on va mesurer et la structure du tissu. C'est ça qui va se révéler dans l'élastographie. Et comme vous le savez très bien, c'est que le principe d'encodage, c'est que on va donc marquer le champ magnétique en fonction d'une direction, par les gradients de champ magnétique. Si les molécules d'eau, on peut diffuser, comme dans un tissu très dense, très compact, l'effet de diffusion sera petit, le signal restera élevé, alors que dans un tissu où la diffusion est rapide, ce sera le contraire. Voilà, bon, donc ça, c'est l'histoire, la diffusion. Et donc, les applications et les domaines ont évolué dans le temps. La première application, c'était l'AVC, donc début des années 90, puis la DTI, le tenseur de diffusion, la connectivité, le cancer. Il y a une dizaine d'années, j'ai introduit le fait qu'on pouvait faire d'IRM fonctionnel par diffusion, donc pas du tout en bold. Et le dernier né de la famille, c'est l'élastographie virtuelle. Alors, là, je suis un peu désolé, cette diapositive est peut-être un peu compliquée, mais elle est importante. Donc, comme vous le savez sans doute, donc, quand on regarde l'effet du signal, l'atténuation du signal en fonction de la valeur de B, on a donc une courbe, on n'a pas une droite. La droite, ce serait si on avait de la diffusion libre, comme dans un verre d'eau, on a une courbe. Alors, l'ADC que j'ai introduit dans les années 85, donc c'est une pseudo-droite entre 0 et 1000, par exemple. Et vous voyez que, bon, elle est intéressante, ça marche très bien, mais elle ne nous donne pas d'informations sur la courbure de la courbe. Or, justement, c'est la courbure qui est intéressante. Alors, là, je vais passer très vite. Au début, pour les valeurs de Debye très faibles, on a l'effet de la circulation sanguine, l'effet IVIM. On en reparlera tout à l'heure, l'effet IVIM. Donc, la partie initiale de la courbe, qui est presque une droite, c'est la partie gaussienne, donc libre de la diffusion. Et la partie, la courbure qui est derrière, elle nous donne des informations sur la structure du tissu et la présence donc de nombreuses cellules ou de nombreuses fibres. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on va utiliser dans l'élastographie virtuelle. Et puis, dernier problème, c'est qu'en fait, il y a un autre facteur qui joue dans la courbure du signal, qui est le bruit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre à zéro à cause de ce qu'on appelle le bruitien. Il y a un bruit de fond, un palier de bruit qu'il faut enlever, parce que sinon on croit mesurer des choses intéressantes et en fait on est dans le bruit. Donc ça c'est un point capital pour les applications cliniques. Dans les hautes valeurs de B, si on ne tient pas compte du fait qu'il y a du bruit, on risque de dire des choses qui ne sont pas exactes. Voilà. Donc il y a un tas de modèles qui ont été publiés et ce que j'essaye de faire depuis quelques années, c'est de mettre en place quelque chose qui est beaucoup plus agréable pour le clinicien, donc des méthodes de post-processing qui vont permettre très rapidement d'arriver au diagnostic, à donner des informations sans avoir à utiliser des équations, des choses compliquées. Donc, la première méthode qu'on a introduite et que Oléa est en train d'installer dans son logiciel, dans le cancer du sein par exemple, c'est de se dire que si on peut estimer par exemple la perfusion par l'IVIM, la diffusion libre avec la DC0 et le kurtosis qui est un marqueur de la non-gaussianité,
on peut, avec une base de données de patients, établir des seuils. Voilà, donc si c'est plus de 2%, c'est plutôt malin que bénin. Si l'ADC 0 libre est plus petit que 1,4, c'est plutôt malin que bénin, etc. Donc en prenant un score 1 pour chaque point, pour chaque pixel, à chaque fois que vous êtes du côté malin, vous obtenez des images comme ça qui vous donnent la probabilité finalement que le pixel se trouve dans une région maligne ou pas. Et on a pu montrer qu'on peut établir une corrélation entre les niveaux BI-RAD pour le cancer du sein et ce score, sans injecter d'agent de contraste. L'idée aussi, c'est que ça peut guider la biopsie en montrant l'endroit qui est le plus actif finalement. Voilà, alors ça peut se faire en 3D et vous obtenez des cartes des cartes de diagnostic sans que vous vous ayez à préoccuper vous-même, bon, l'ADC, le kurtosite, etc. C'est tout digéré. Voilà, donc ça c'est la première manière de procéder. La deuxième manière qu'on a introduite avec Dr Ima dans un article qui est sorti en janvier cette année, c'est ce qu'on a appelé le synthétique ADC, mais que maintenant on appelle Shifted ADC parce que vous allez voir c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc l'ADC 0, je vais expliquer que c'est une pseudo-droite, enfin c'est une droite qui ne tient pas compte de la courbure, pas bien en tout cas. Donc on va se placer maintenant à des valeurs de B qu'on appelle les key B-values, qui sont définies pour maximiser la sensibilité du signal à la pathologie. Autrement dit, on se place dans le sein, on prend un tissu de sein normal et on va dire, voilà, on va supposer que ce tissu devient malin. Donc l'ADC, on va le faire baisser de 10%, l'IVIM, on va l'augmenter de 10%, et le kurtosis, on va l'augmenter de 10%. On fait une fois pour toutes, hein, c'est un logiciel qui fait ça pour vous. Et donc, il va chercher les valeurs de B qui sont les plus sensibles à ça. Donc, par exemple, pour le cancer du sein, c'est 200 et 1500. Donc, au lieu de calculer un ADC 0,1000 ou 0,800, on va calculer un ADC 200, 1500. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Shifted ADC, donc c'est assez simple. Et les résultats sont vraiment remarquables. Donc, je ne vous montre pas ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de mon exposé. Mais là, on a un article qui va bientôt sortir là-dessus qui montre que les résultats sont extrêmement bons, bien meilleurs que l'ADC standard. La deuxième idée, donc là, on se rapproche de ce que je vais utiliser pour l'élastographie, c'est un autre index qu'on a appelé le signature index ou smart index, qui utilise aussi que 2 valeurs de B. Donc, ça veut dire que des temps d'acquisition extrêmement courts. Et là, il n'y a même pas de calcul, il n'y a pas de fitting. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, donc là, c'est à nouveau des courbes. Je n'ai pas mis les abscisses et leurs données, mais enfin, c'est l'atténuation du signal en fonction de B. Dans un signal typiquement malin, le signal décroît doucement parce que l'ADC est bas, parce que le kurtosis est élevé. Dans un tissu bénin, le signal se diminue de plus rapidement. Donc maintenant, j'ai un patient qui arrive, et voilà ce que j'ai, soit dans un pixel, soit dans une région d'intérêt, et voilà son signal en noir. Vous voyez que, sans calcul, vous pouvez dire c'est plutôt malin, d'accord? Juste en regardant l'allure du signal, vous pouvez déterminer quelle est la nature du tissu qui est en dessous. Ce patient-là, lui, par contre, on va dire ce tissu est plutôt bénin. Voilà. Donc l'idée est très simple, mathématiquement c'est plus compliqué, mais l'idée est très simple. On va calculer des distances entre le signal obtenu à ces valeurs de B, les key B-values, donc 2, encore une fois, il n'y en a que 2, hein, c'est pas beaucoup, et le signal théorique que l'on aurait dans un tissu typiquement malin ou typiquement bénin. Donc, je vais simplement redresser l'axe. Donc, vous voyez que ça, c'est en rouge le tissu typiquement malin, en bleu le tissu typiquement bénin. Là, c'est mon patient en noir. Donc, je vais calculer des distances entre le rouge et le bleu. Voilà. Donc, après, il y a une cuisine mathématique, donc je passe là-dessus. Mais simplement en regardant les distances entre le point noir et les points rouges et bleus, je vais pouvoir dire, si mon point noir est exactement dans le rouge, c'est exactement le tissu malin. S'il est exactement dans le bleu, c'est exactement le tissu bénin. Donc, en fait, la distance, elle est variable. Et tout ça, c'est normalisé entre 0 et 100, si on veut. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, un index qui vous donne le diagnostic directement, sans aucun calcul d'ADC, quoi que ce soit. Directement par des ressemblances, la signature du tissu. Donc, un tissu typiquement malin, celui qui est en rouge, il est à 75. Donc, si c'est plus élevé que 75, ça veut dire que c'est plus malin que votre tissu malin typique. Et puis, le tissu bénin typique, il est à, je ne sais plus combien, 25. Donc, si c'est moins que 25, vous êtes dans le normal, quoi. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Elle est très simple et elle marche remarquablement bien. Donc, on a validé ça d'abord sur des modèles animaux. Ça, c'est une tumeur cérébrale, le glioblastome. Et vous voyez ici donc, la partie la plus proliférante de la tumeur. C'est corrélé avec l'histologie. Vous voyez ici la nécrose au centre. Voilà. Donc, vous avez des choses qui sont extrêmement précises, donc très rapides à obtenir, sans calcul de paramètres.
Voilà. Alors simplement, ces key values, elles vont dépendre de l'organe à étudier. Elles sont plus élevées dans le cerveau que dans le foie, par exemple. Et puis, vous pouvez poser d'autres questions, comme on va le voir, pour l'élastographie. Et vous obtenez des images en 3D, effectivement, qui vous représentent cette information. Alors, on l'a validé sur une série de patients. C'est une étude qui a été publiée l'année dernière dans les cancers de la tête et du cou. Donc, voilà un carcinome gingival, un schwannome. Donc, la couleur est directement le S-index. On est assez content du résultat, donc 0,89 pour l'analyse ROC. Et vous voyez que la sensibilité et la spécificité sont élevées et supérieures finalement à ce qu'on aurait soit en regardant les paramètres un par un. Donc l'ADC est très bon en spécificité mais pas bon en sensibilité. Le kurtosis est très bon en sensibilité mais très mauvais en spécificité. Donc encore une fois, cette idée de S-index combine un petit peu l'ensemble des deux. Donc vous avez un biomarqueur global. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, maintenant que vous savez bien qu'on peut extraire ces paramètres globaux, on peut aller plus loin et se projeter en dehors de la diffusion et de l'IVIM proprement dite. La première chose, c'est de se dire, l'IVIM, c'est le mouvement de circulation du sang dans les capillaires. Mais supposons maintenant qu'on regarde ce qui se passe dans les vaisseaux plus gros. Donc les vaisseaux plus gros, quand il y a du sang qui circule, ça va aussi déphaser le signal. Donc la méthode du S-index peut vous permettre de dire, ben voilà, au lieu de distinguer malin bénin, je vais distinguer des pixels où il y a du sang qui circule ou des pixels où il n'y a pas de sang qui circule. Et vous obtenez une carte de S-index des vaisseaux sanguins, donc une angiographie à 3D sans injecter de produit de contraste. Voilà, donc c'est une application possible. Une autre application, c'est de dire, voilà, maintenant je vais reconnaître, j'ai la signature des voxels qui contiennent du lait dans les seins de femmes qui allaitent. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais enfin, j'ai fait quand même. Voilà. Et on peut faire donc des images qui vont vous montrer la quantité de lait qui existe dans le sein. Alors ça peut avoir un intérêt physiopathologique, j'en sais rien, mais surtout ça permet de retirer ces voxels qui contiennent du lait, parce que malheureusement, comme vous le savez, des femmes enceintes peuvent aussi avoir des cancers du sein, des femmes qui allaitent, pardon, peuvent avoir aussi avoir des cancers du sein, et donc les coefficients de diffusion dans les pixels qui contiennent du lait sont pas normaux, et ça risque de donner des faux positifs. Donc ça permet de corriger ça. Et la dernière née, donc, c'est l'élastographie virtuelle par IRM. Alors, d'abord, je vais rappeler ce que c'est que l'élastographie pas virtuelle, la vraie, qui a été introduite par l'équipe de la Mayo Clinic en 1995. Donc, l'idée, c'est de faire vibrer avec un appareil donc, le tissu. Donc, il y a des ondes qui vont se propager, et ces ondes, en se propageant, si vous avez une technique d'imagerie de phase sensible à cette vibration, vous allez voir donc ces ondes. Et donc voilà une séquence, par exemple, d'écho de gradient, c'est celle qu'utilisée en routine, hein, donc, qui a elle-même des gradients. Donc c'est un peu comme en diffusion, hein, sauf que là on regarde l'imagerie de phase. Et avec la phase, on va pouvoir étudier le mouvement du tissu. Donc voir comment le tissu vibre et comment surtout la vibration se propage dans l'espace et dans le temps. Alors, il y a des modèles mathématiques pour arriver à tout cela. Et on peut, à partir de vous voyez, donc là, c'est les pics de l'onde. Avec la distance qu'il y a entre chaque pic, on peut déduire la longueur d'onde. Et la longueur d'onde, elle est liée à l'élasticité du tissu. Donc, si vous avez une tumeur dans un tissu, donc quelque chose qui est beaucoup plus rigide, les ondes vont avoir un espacement différent. Et vous allez pouvoir établir une carte qui va vous donner l'élasticité du tissu qui se mesure en kilopascal. Voilà, donc c'est ce que font les gens qui font l'élastographie. Alors ça a un potentiel important, c'est utilisé dans le cancer du sein. Par exemple, vous voyez ici une tumeur qui a une élasticité beaucoup plus élevée parce qu'elle est plus rigide que le tissu mammaire standard. C'est surtout utilisé dans le foie parce qu'il a été montré que, donc voilà des images donc T2, des images de ces ondes qui se propagent. Vous voyez quand même que les images ne sont pas d'une très grande qualité anatomique, hein, mais ça suffit pour obtenir des images qui vont vous donner en kilopascal l'élasticité du tissu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été montré que l'élasticité du tissu en kilopascal était corrélée avec le degré de fibrose du foie. Donc au lieu de faire une biopsie, l'idée c'est de faire l'élastographie pour pouvoir dire si on est en FO0, F2, F3, F4. Voilà, donc ça c'est l'élastographie classique. Les gros problèmes de l'élastographie classiques sont les suivants. D'abord, ça coûte cher parce qu'il vous faut tout le matériel pour faire vibrer les organes. Donc ça coûte cher. Ensuite, il faut obtenir des images encodées en phase
mais plusieurs, donc il faut, pour voir la propagation des ondes, donc des images décalées dans le temps, donc il y a tout un paquet d'ondes à acquérir, ça prend du temps. La résolution spatiale des images, comme vous avez vu, elle n'est pas bonne, mais on ne peut pas faire autrement. Dès l'instant où vous faites du multicoupe, ça devient compliqué à synchroniser, parce que les coupes ne sont pas acquises en même temps, hein, comme vous le savez. Les algorithmes de reconstruction sont complexes, parce qu'il faut arriver à changer l'information phase en information élasticité. Donc vous voyez, quand vous avez un signal qui devient négatif, la phase devient négative forcément à un moment donné, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles ça peut devenir négatif, donc il faut corriger tout ça. Voilà. Donc c'est très complexe, et même si aujourd'hui l'élastographie est utilisée par certains centres dans le monde, je pense qu'elle n'est pas aussi répandue qu'elle devrait, parce que je crois vraiment que c'est une très bonne idée, mais sur le plan technique, c'est difficile. Alors, quel est le principe de l'élastographie virtuelle? Vous allez voir, c'est tellement bête qu'il suffisait d'y penser. C'est de se dire, mais alors, si le tissu le tissu a une microstructure particulière qui fait que le S-index que j'ai introduit, ou le SADC, va changer. Donc, ce tissu, je peux aussi le tâter, le palper par l'élastographie classique. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les propriétés mécaniques du tissu, elles sont liées à la densité de cellules, des fibres, etc. Donc, il doit y avoir un lien entre la diffusion et ce qu'on appelle le shear stiffness, c'est-à-dire en gros le degré d'élasticité du tissu. Alors, j'ai regardé et j'ai trouvé que le S-index et le SADC étaient corrélés d'une façon extraordinaire avec l'élasticité du tissu. Donc, si on sait faire des cartes de S-index, on peut, moyennant une opération mathématique, mais extrêmement triviale, les transformer en images d'élasticité. Donc voilà, dans le cerveau, je donne un exemple. 2 images, encore une fois, le S-index, 200, 1500, 2 valeurs de B, c'est tout. Je calcule une carte du S-index, j'applique cette fonction mathématique, et ce que j'obtiens, c'est une image de l'élasticité du cerveau en kilopascal. Je n'ai rien fait vibrer, j'ai juste converti des images S-index en images d'élasticité. Mais c'est déjà pas mal, hein. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que maintenant, je vais utiliser l'effet IVIM. Et ça n'a jamais été fait, même avec l'élastographie classique, alors que ça pourrait. Vous voyez ces ondes qui se propagent. Dans un pixel ici, dans la lésion, vous voyez que les ondes sont assez espacées parce que le tissu est rigide. Donc la dispersion de phase ici est faible. Donc l'effet IVIM, c'est l'atténuation du signal liée à la dispersion de phase. Donc là, elle est faible. C'est ce qu'on va voir sur cette courbe ici. Donc, en fonction de la valeur de B, on a un effet IVIM qui n'est pas lié à la perfusion, qui est lié à ces ondes qui se propagent. Donc on a cette courbe. Dans le tissu normal, qui est beaucoup plus soft, les ondes sont beaucoup plus resserrées, et vous voyez que la dispersion de phase est plus grande. Donc l'atténuation du signal va être plus grande. Donc on va créer un contraste entre le tissu de fond, le tissu normal, et la lésion, utilisant l'effet IVIM, mais en fait, la raison, c'est l'élasticité du tissu qui n'est pas la même. Donc, dans l'élastographie conventionnelle, on pourrait faire ça, mais moi, je n'en ai plus besoin puisque je ne fais pas vibrer le tissu. Je connais, parce que je l'ai obtenu par le S-index, je connais l'élasticité du tissu. Donc, je peux simuler quelle serait la propagation de l'onde. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai simulé, sur cette image-là, ce que serait l'atténuation du signal IVIM élastographie à 350 Hz. Donc on voit la tumeur, c'était un glioblastome qui a été implémenté chez l'animal. Ici, j'ai simulé 600 Hz, j'ai simulé 770 Hz. Donc enfin, il n'y a pas de vibration. Et vous voyez apparaître dans la tumeur des structures que vous ne voyez pas sur les cartes de S-index. Pourtant, c'est la même information. Donc ça joue un rôle de filtre. En particulier, ce que m'ont dit mes collègues, c'est que ce modèle de glioblastome est connu parce que les cellules qui sont implantées, donc, elles vont migrer le long des fibres de matière blanche. Donc on voit très bien ici que, effectivement, c'est le long de ce faisceau que se développe la tumeur. Alors voilà, c'est ça l'élastographie virtuelle. Voilà ici, par exemple, une collaboration que l'on a avec Kyoto, une tumeur du sein, une masse, et là, une tumeur non masse. Donc, vous voyez les paramètres, on peut simuler, il n'y a rien, hein, encore une fois, on n'a aucune manipulation mécanique. Là, on peut estimer qu'on a 27 kilopascal. On a simulé une image à 160 Hz. Voilà, donc là, encore une autre tumeur. Et on peut donc s'amuser à imiter. Donc, il n'y a aucune vibration, hein, c'est juste pour s'amuser que je l'ai mis dans le logiciel, pour qu'on voit ce que ça donne. Donc, 125 Hz, 150 Hz. Et 175 Hz, bon, enfin, ça fait du bruit, c'est tout, quoi.
voyez donc, sans avoir fait vibrer le tissu, on peut faire apparaître des contrastes qui sont purement liés à l'élastographie. Voilà, alors ça, on est en train de valider toute cette technique sur le plan quantitatif avec une équipe du Japon, à l'unité de Yamanashi, dans le foie. Donc, vous voyez ici, ils avaient deux patients, un pour lesquels l'élasticité virtuelle est de 3,69 kPa et 6,08. Donc, vous avez des cartes complexes. Et voilà donc la corrélation que l'on a entre l'élastographie réelle, enfin la méthode de la Mayo Clinic, et l'élastographie virtuelle. Et vous voyez que le résultat est pas mal du tout. Donc, autrement dit, on peut se passer de vibrations et obtenir des cartes. Par exemple, ici, c'est une tumeur hépatique. Et on obtient, encore une fois, grâce à cet effet IVIM élastographique, des contrastes qui nous permettent de voir des choses qu'on ne verrait pas sinon. Voilà, donc vous savez tout sur l'élastographie. Pas virtuelle, donc on n'utilise aucune vibration externe. Les images, il n'y a aucune séquence de plus, c'est une séquence d'imagerie de diffusion classique avec 2 valeurs de B. Et on bénéficie de la résolution et du caractère multicouple de ces images. Il n'y a pas besoin d'algorithme de reconstruction compliqué de phase. Et surtout, on peut simuler des contrastes que l'on aurait avec n'importe quelle vibration, n'importe quelle fréquence de vibration, n'importe quelle amplitude et n'importe quelle valeur de gradient. Voilà, je vais arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Je propose qu'on prenne les questions après, puisque Mathilde Wagner va nous présenter donc, son travail sur l'élastographie non virtuelle. Bonjour à tous et merci à Oléa pour l'invitation. Donc maintenant, on va parler de haute valeur de B et de B calculée et de leurs applications principalement en oncologie. Donc, comme vous le savez, l'imagerie de diffusion est largement utilisée en oncologie aujourd'hui, et ce, en raison de l'hypercellularité des tissus cancéreux qui sont donc responsables d'une restriction de la diffusion en leur sein. Donc, les valeurs de B habituellement utilisées en routine sont inférieures à 1000 secondes par millimètre carré. On parle de haute valeur de B pour des valeurs de B qui sont supérieures à 800 ou 1000 secondes par millimètre carré. Il y a 10 ans, les acquisitions avec des hautes valeurs de B étaient clairement impossibles pour des limitations techniques, mais elles sont aujourd'hui possibles grâce aux améliorations techniques de nos constructeurs qui permettent d'augmenter donc, le ratio au signal sur bruit et de diminuer les artefacts, notamment ceux dus aux inhomogénéités de champ. Donc pourquoi finalement faire des acquisitions à haute valeur de B ? Tout d'abord, plus vous augmentez la valeur de B, plus vous augmentez la pondération en diffusion. C'est le principal intérêt de la séquence de diffusion. Vous voulez montrer des différences de structure, et certaines différences de structure ne sont identifiables qu'avec des valeurs de B très élevées. Le deuxième avantage, c'est que vous supprimez de manière plus performante le signal des tissus normaux avec une diffusion qui est élevée. Donc ça, ce schéma, c'est le schéma classique, hein, le logarithme du signal en fonction de la valeur de B. Vous savez bien que dans un tissu avec diffusion élevée, le signal diminue plus que dans un tissu avec une diffusion restreinte. Vous voyez donc, c'est assez simple à comprendre, que plus vous augmentez la valeur de B, plus vous augmentez le contraste entre les tissus normaux et les tissus néoplasiques. On peut donc supposer que vous pouvez faciliter la détection des lésions tumorales. Ce point est particulièrement intéressant dans les tissus à T2 long, car l'effet T2 persiste plus longtemps dans ces tissus-là. Donc la prostate est vraiment l'exemple classique de cet effet-là. Donc finalement, quelles sont les applications des hautes valeurs de B actuellement en routine ? Il y en a une vraiment principale qui est le diagnostic du cancer de prostate. Il a maintenant été largement publié que l'utilisation de hautes valeurs de B améliore la détection du cancer de prostate, avec de nombreuses études. Ici, je vous ai mis juste 2 exemples. Vous voyez que l'aire sous la courbe Europe augmente si vous augmentez la valeur de B, comme schématisé sur ce schéma. Ici, vous avez un exemple. On voit bien la lésion ici qui n'est pas très facile à voir en T2. Sur le B500, on la devine. Sur le B1000, on commence à la voir clairement. Et sur le B2000, elle est vraiment aisément visible. Ici, un autre exemple, une lésion donc à gauche, qui est à peine visible sur le B1000 et que l'on voit clairement sur le B1600. Vous l'avez vu, cette
facilité de la détection avec les hautes valeurs de B, elle est liée à une amélioration donc, du contraste entre la prostate périphérique normale et la lésion cancéreuse. Là, dans ce papier publié cette année, ils ont regardé de manière quantitative le ratio de contraste entre les lésions tumorales et la prostate périphérique saine. Et vous voyez donc que ce ratio augmente avec les valeurs de B jusqu'à 1500. Après, entre B1500 et B2000, il n'y avait pas vraiment de différence significative. Donc finalement, quelle valeur de B choisir comme haute valeur de B pour la détection du cancer de prostate? Donc là, la littérature est très floue, avec différents papiers qui trouvent des valeurs différentes, B1500 pour certains, B1600 pour d'autres, d'autres encore valeurs de B. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les recommandations de PIRADS, dans la version numéro 2, ils recommandent de réaliser une acquisition entre B1400 et B2000. Ils disent bien que de toute façon, le contraste dépendra de votre système, donc vraiment, il n'y a pas de valeur précise à réaliser. L'autre application des hautes valeurs de B en routine clinique est l'évaluation de l'envahissement des cancers de l'endomètre, avec tout d'abord l'envahissement du myomètre et l'envahissement du col. C'est particulièrement intéressant pour les lésions qui sont iso-intenses après injection ou chez les patientes chez qui l'injection n'est pas possible, puisque l'ajout de la diffusion augmente clairement les performances comparativement au T2 seul, pour 1, le diagnostic d'un envahissement myométrial et 2, le diagnostic d'un envahissement myométrial supérieur à 50%, qui est donc un des critères de la classification FIGO. Ici, vous avez un exemple où vous voyez bien que si on considère uniquement la séquence T2, on va considérer qu'il y a un envahissement supérieur à 50%, alors que l'imagerie de diffusion nous montre un envahissement de moins de 50%, qui est également retrouvé sur l'imagerie post-contraste. Voici un autre exemple. Ici, c'est plutôt l'inverse de l'exemple d'avant. Sans l'imagerie de diffusion, on dirait un envahissement de moins de 50%, alors que finalement, avec l'imagerie de diffusion, on considère qu'il y a plus de 50%. Et après comparaison avec l'histologie, c'est l'imagerie de diffusion qui avait raison dans ce cas-là. Pour l'envahissement des cancers de l'endomètre, l'imagerie de diffusion a aussi montré son intérêt pour évaluer l'envahissement cervical, avec des aires sous la courbe ROC qui sont supérieures à celles de l'imagerie de perfusion et de l'imagerie T2. Une autre application qui est peut-être plus anecdotique, mais il y a quand même un certain nombre de papiers dans la littérature sur la détection des cancers coliques et des cancers rectaux. Donc avec des valeurs de B au minimum de 1000, il y a plusieurs études qui ont comparé des patients avec cancer colique ou rectal prouvé par histologie et coloscopie à des patients sans anomalie à la coloscopie, et ils retrouvent des sensibilités et spécificités très élevées pour l'imagerie de diffusion pour détecter les cancers coliques et rectaux. Bon, c'est plus anecdotique parce que, vous le savez bien, on n'utilise pas l'IRM pour la détection des cancers coliques et rectaux, mais c'est quand même quelque chose à retenir, c'est possible. Ici, vous avez deux exemples de patients qui avaient un épaississement de la paroi rectale. Ce patient-ci n'avait pas de cancer à la coloscopie et vous voyez l'imagerie de diffusion ne montre pas d'hypersignal. Chez ce patient-là, c'est des images de diffusion inversée. Chez ce patient-là qui avait un cancer, on retrouve l'hypersignal net. Il n'y a pas de doute sur cette imagerie. Ici, c'était un exemple de cancer colique. L'étude, c'était le design similaire. Et vous voyez sur ce scanner un petit épaississement de la paroi colique qui, ma foi, n'est pas très spécifique. Sur l'imagerie de diffusion, on retrouve vraiment un hypersignal là, qui ne laisse aucun doute. Ils ont aussi regardé si donc, on était mieux en imagerie de diffusion à haute valeur de B qu'en T2 seul, et comme attendu, l'imagerie de diffusion majore les performances pour la détection donc, des cancers du rectum. Quelles sont les limites de ces acquisitions avec haute valeur de B ? Comme je vous l'ai dit, le signal, et comme vous le savez, le signal donc, diminue avec les valeurs de B, donc on a un faible ratio signal sur bruit. Là, vous avez un exemple d'IRM hépatique. Sur l'image à B1500, vous voyez, c'est quand même très approximatif, c'est très noir. Pour la précision diagnostique, ça peut quand même être limitant. Donc la solution pour augmenter ce SNR, c'est d'augmenter le nombre d'excitations. Alors effectivement, ça marche. Ici, c'est le même patient qu'avant. On a doublé le nombre d'excitations. Vous voyez que l'image est plus jolie, même si elle reste quand même assez bruitée. Voilà, la limite de l'augmentation du nombre d'excitations, c'est que, bien évidemment, vous augmentez votre temps d'acquisition.
La dernière limite de ces images à haute valeur de B, c'est plus vous augmentez votre valeur de B, plus vous majorez la distorsion. Donc ça déforme votre image, ça peut bien sûr être gênant pour localiser l'image, mais aussi en diagnostic. Ici, vous avez donc un exemple d'IRM de prostate, et vous voyez que sur ce B2000, la prostate paraît de plus petite taille que sur le B1000 et le B1600, avec un axe antéro-postérieur qui est vraiment diminué. Donc devant ces limites, ont été développées récemment les imageries avec du B calculé. Donc comment ça marche l'imagerie par B calculé? C'est très simple, il vous suffit d'avoir deux valeurs de B acquises, et à partir de ces deux valeurs de B, comme vous allez calculer votre cartographie ADC, vous pouvez calculer une valeur de B. Donc c'est une approche qui se fait voxel par voxel, vous choisissez n'importe quelle valeur de B, en général ce sont des valeurs de B élevées, puisque c'est celles qu'on a du mal à acquérir spontanément, mais dans l'absolu, vous pouvez calculer n'importe quelle valeur de B. Donc il faut au minimum deux valeurs de B. Après, comme pour vos cartographies ADC, plus vous avez de valeurs de B acquises, plus vos images calculées seront fiables. Vous pouvez calculer vos valeurs de B par l'approche mono-exponentielle classique comme l'ADC, mais rien ne vous empêche d'utiliser également une valeur bi-exponentielle. Donc ici, vous avez deux exemples de ces images de B calculées. Vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à des images de B acquises. Finalement, à l'œil, ça ressemble plus à des cartographies ADC, puisque c'est relativement pixelisé. Effectivement, ce sont des images qui sont donc calculées voxel par voxel. Donc là, une image de prostate à B1600, et ici une image de foie calculée à B1500. Quel est donc l'intérêt de faire ces B calculés? C'est un peu le pendant des limites des images à haute valeur de B acquises. Vous n'avez pas besoin de temps d'acquisition supplémentaire, c'est uniquement du post-traitement. Il y a moins de distorsion, puisque là, en fait, on a une augmentation uniquement mathématique du B. Donc vous aurez la distorsion en rapport avec vos images de B acquises, donc qui en général sont à B plus faible. Donc typiquement dans la prostate, si vous faites B50, B1000, vous simulez le B1600 ou le B2000, vous aurez l'équivalent de la distorsion de votre B1000 et pas de votre B2000 si vous l'aviez acquis. Et un autre avantage, c'est que vous pouvez choisir votre valeur de B a posteriori, donc vous avez vos données acquises et vous pouvez calculer tout ce que vous voulez après. Donc une limite des B calculées, c'est certes ça majore la suppression du signal, mais ça c'est vraiment important, ça ne met pas en évidence des effets qui seraient uniquement visibles à haute valeur de B. Je vous ai dit que l'intérêt d'augmenter la valeur de B, c'est que vous pouviez mettre en évidence des différences de structure qui n'étaient visibles qu'à ces hautes valeurs de B. Ici, si vous calculez votre B2000 ou votre B1500, vous n'allez pas mettre en évidence ces effets. Vous allez juste majorer votre différence de signal entre votre lésion et votre tissu sain adjacent, mais vous n'allez pas mettre en évidence cet effet. Ça, c'est vraiment important. Donc, du coup, ça vous donne quand même des informations différentes de celles du B acquis. Donc, quelles sont les applications des B calculés? Et bien là, comme pour les hautes valeurs de B, l'application principale qu'on retrouve dans la littérature, c'est le cancer de prostate. Avec, tout d'abord, les études ont principalement regardé la qualité de ces images, parce qu'on pourrait se dire, OK, on calcule des B calculés, mais finalement, peut-être que les images, elles sont pas belles, donc elles sont inutiles. Et ce qui est retrouvé, c'est que globalement, les images sont de bonne qualité, voire plutôt de meilleure qualité que les images de B avec des B acquis, bon, ce qu'on espérait, puisqu'on espère moins de distorsion et moins d'artefacts, mais donc ça a été montré. Ici, dans cette étude, ils avaient calculé des B1400, ils ont comparé les B1400 acquis à ceux calculés, et vous voyez un score de qualité moyen à 3,1 pour le B calculé versus 2,3 pour le B acquis. Ici, vous avez un exemple, l'image acquise et l'image calculée. Vous voyez qu'on voit mieux la structure de la prostate et ses contours. Ça, c'est une étude qu'on a réalisée avec l'équipe du professeur Taouli à New York. On a aussi comparé la B1600, la qualité des B1600 acquis versus le B1600 calculé. On avait pris 5 paramètres, la netteté de l'image, la distorsion, le bruit, la présence d'artefacts et un paramètre de qualité globale subjectif pour les lecteurs. Là, je vous présente juste un des lecteurs. Vous voyez que la qualité n'est pas moins bonne sur le score global. Il n'y a pas de différence significative. Ce score total, c'est la somme des 5 paramètres. Après, si on regarde paramètre par paramètre, ce qui est intéressant
de voir, c'est qu'il y a moins d'artefacts et moins de distorsions, c'est ce qui était attendu. En revanche, les lecteurs considèrent que l'image est plus bruitée. Alors c'était une analyse subjective du bruit, ce n'était pas quantitatif. En discutant avec les lecteurs, clairement, ils considèrent que les images sont plus bruitées parce qu'il y a cet aspect pixelisé. Donc en fait, ce n'est pas du bruit, du vrai bruit, c'est juste l'aspect, comment c'est ressenti par le lecteur. Mais bon, en tout cas, moins d'artefacts, moins de distorsions, et en tout cas une qualité au moins égale à celle des baies acquis. Vous voyez ici, c'est un exemple entre le B1600 acquis et le B1600 calculé. On voit ici une déformation de la prostate liée à de la distorsion qu'il n'y a pas sur le B calculé. Donc, le deuxième paramètre qui a été regardé dans l'intérêt des baies calculées dans le cancer de prostate, c'est le contraste entre la lésion et le parenchyme prostatique adjacent. Donc, comme je vous ai dit, déjà avec des baies acquis, vous arrivez à augmenter le contraste entre votre lésion et votre parenchyme prostatique adjacent. Et bien donc, dans cette même étude faite avec l'équipe du professeur Taouli, nous avons montré que même entre le B acquis et le B calculé, on avait un meilleur contraste. Ce contraste augmente encore, là, dans cette étude, à B2000 calculé. Cette idée de meilleur contraste, donc là, la diapo d'avant que je vous ai montrée, c'était une analyse quantitative. Si on demande aux lecteurs d'évaluer ça, ils sont aussi d'accord pour dire que le contraste est meilleur, puisque si on leur demandait de grader les lésions de 1 à 5, 1 c'était des lésions qui n'étaient pas vues, à 5 des lésions qui étaient parfaitement vues et bien délimitées du parenchyme prostatique adjacent. Et vous voyez qu'entre le B1600 acquis et le B1600 calculé, le score est plus élevé pour le B1600 calculé. Voici un exemple concret. Donc, chez ce patient qui avait une double localisation d'adénocarcinome prostatique, bon, la grosse lésion à droite, il n'y a pas trop de difficultés, on la voit déjà très bien sur le B acquis 1000, bien sûr sur le B acquis 1600. On la voit mieux, mais finalement, ça n'apporte pas grand-chose de plus sur les B calculés 1600 et 2000. En revanche, la petite lésion controlatérale, elle n'est pas visible sur le B1000 acquis. On la devine sur le B1600 acquis, alors qu'elle est clairement visible sur le B1600 calculé et le B2000 calculé. Donc, quel B calculé dans le cancer de prostate, si vous voulez faire du B calculé? Bon, si on suit le PI-RADS, on fait entre 1400 et 2000. Sachez que dans les recommandations de PI-RADS, ils vous disent qu'il faut avoir une image entre B1400 et 2000, mais qu'elle peut être acquise ou calculée. Donc c'est mentionné texto dans les recommandations. Il y a récemment une étude de l'équipe de NYU qui a regardé quel serait le meilleur B à choisir à calculer. Donc ils ont regardé un certain nombre de valeurs de B, de 1000 à 5000. Donc sans surprise, la suppression du signal du parenchyme prostatique adjacent est meilleure avec la valeur de B qui augmente. En revanche, les autres paramètres qui étaient plus la netteté de l'image et la différenciation prostate périphérique, prostate centrale, la visualisation de la capsule, elle est moins bonne à B élevé. Quand ils se sont intéressés à la sensibilité diagnostique avec ces différentes valeurs de B, ils retiennent que les meilleures valeurs de B sont situées entre 1500 et 2500. Donc si on prend en compte ça et les recommandations du PI-RADS, finalement, c'est quand même assez cohérent. Si vous prenez une valeur de B entre 1500 et 2000, c'est ce qui vous permettra d'être le plus performant. Maintenant, il y a quelques autres applications vraiment anecdotiques des B calculés. Il y a notamment 2 études publiées dans la détection des métastases hépatiques. Donc ça peut vous paraître contradictoire parce que ce qu'on apprend et ce qu'on connaît, c'est que normalement, pour la détection dans le foie, on préfère des B faibles plutôt que des B élevés et qu'après, pour la caractérisation, on regarde les B élevés. Mais bon, il y a ces 2 papiers publiés par la même équipe qui montrent que si vous simulez un B1000 calculé comparativement à un B1000 acquis, vous avez la même performance diagnostique. Donc finalement, ne pas perdre de temps à faire un B1000 acquis qui va vous demander un temps d'acquisition relativement long dans le foie. Et ce qui est aussi intéressant, c'est dans leur 2e papier, ils ont comparé les sensibilités de détection avec uniquement les B acquis, et si on rajoute un B calculé, finalement à la même valeur de B que le B acquis. Donc là, si on revient à ce que je vous ai dit plus tôt, les B calculés et les B acquis ne vous donnent pas exactement la même information. Et donc là, ils montrent qu'on augmente la sensibilité de détection si vous rajoutez un B calculé. Là, c'était B1000 dans leur étude, alors que vous avez déjà le B1000
acquis. Donc bon, voilà, il faut prendre ça avec un peu des pincettes, hein, c'est juste 2 papiers publiés par la même équipe, mais c'est peut-être quelque chose à poursuivre. Après, dans les autres organes, il y a quelques papiers qui sont sortis, principalement de faisabilité, avec rien de vraiment très concluant maintenant, encore beaucoup de travaux qui peuvent être réalisés. Donc je vais finir mon topo avec un petit mot sur le kurtosis, parce qu'on ne peut pas tellement parler de haute valeur de B sans parler de kurtosis. Donc comme vous l'a très bien expliqué le professeur Le Bihan, vous savez que l'approche classique de la diffusion, on considère qu'il y a une décroissance mono-exponentielle du signal en fonction des valeurs de B. C'est ce qui nous permet de calculer l'ADC. Cette approche assume cependant une répartition gaussienne de la diffusion dans les tissus, ce qui en fait est faux. Depuis la réalisation d'acquisitions avec des hautes valeurs de B, donc on s'est rendu compte que pour des B supérieurs à 1000, la diffusion n'était clairement pas gaussienne, avec un kurtosis positif lié à l'hétérogénéité au sein des tissus, ce qui vous donne une formule plus compliquée que celle de la décroissance simple mono-exponentielle du signal, et qui vous permet donc de calculer d'autres paramètres que l'ADC. Là encore, quelles sont les applications de ce modèle dans la littérature? C'est encore le cancer de prostate qui est principalement concerné, avec un apport de l'approche par kurtosis pour différencier les tissus bénins des tissus malins, et également pour différencier les cancers de prostate de haut grade et de bas grade. Les articles sont un petit peu contradictoires cependant sur la supériorité ou non de cette approche comparativement à un simple ADC classique. Dans les autres organes, là encore, pas grand-chose. Un papier intéressant dans le carcinome hépatocellulaire, où il comparait des carcinomes hépatocellulaires traités, alors c'était tout venant, il y avait de la radiofréquence, de la chimioembolisation, et il montrait qu'avec une approche de type kurtosis, on pouvait différencier les CHC viables des CHC non viables. Donc c'est quelque chose qui aussi pourrait être intéressant. Dans le cancer du sein, il y a plusieurs papiers avec des résultats contradictoires sur l'intérêt de l'approche kurtosis pour différencier bénin et malin. Donc pour conclure, les acquisitions de haute valeur de B sont aujourd'hui possibles grâce aux améliorations techniques. Elles donnent des images qui sont quand même de bonne qualité, mais chez lesquelles il persiste quand même des artefacts, notamment une distorsion. Ça nécessite un temps d'acquisition long, mais ça nous permet de faire l'approche kurtosis qu'on ne peut pas faire avec des B inférieurs à 1000. L'approche par B calculée est une approche intéressante car elle est simple, facile, sans temps d'acquisition supplémentaire. Elle peut être faite a posteriori, donc c'est uniquement du post-processing. Elle donne des images de bonne qualité, voire de qualité supérieure aux images acquises, mais il faut bien retenir qu'elle vous donne une information différente de celle donnée par le B acquis. Et pour toutes ces applications, le principal organe concerné, la principale application clinique, en tout cas en routine aujourd'hui, c'est le cancer prostatique. Pour le reste, c'est vraiment anecdotique. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va tout de suite passer à la dernière présentation. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à Olia Medical de m'avoir invité à ce symposium. Donc, je travaille à Marseille, donc on est tout proche de la Ciotat, ce qui fait qu'on a l'occasion de beaucoup de partager de réflexions, notamment des réflexions sur la partie clinique. Donc, l'idée était de tester ADC bayésien versus ADC standard. Alors, pour commencer, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Et une petite phrase sur le progrès des sciences qui provient toujours d'une combinaison des pensées décousues et des pensées rigoureuses. C'est cette combinaison qui est l'outil le plus précieux. Un scientifique qui s'appelle Grégory Bateson qui nous a... Alors, on interprète tous des images. La première question, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pour vous, comment vous interpréteriez ça? C'est peut-être des phares dans la nuit? Eh bien, pas du tout. C'est deux étoiles qui s'appellent Alpha et Beta du Centaure, qui sont les étoiles les plus proches de notre système solaire, qui sont à 4 années-lumière. Alors 4 années-lumière, c'est-à-dire que pendant le cliché, la lumière est émise en fait à 4 années de trajet jusqu'à arriver au télescope Hubble, qui nous donne ces magnifiques images. Alors quand les constellations sont plus éloignées, comme par exemple ici le sud de la constellation du Scorpion à 35 000 années-lumière, eh ben, le recueil du signal peut être beaucoup plus difficile. Il y a moins de signal, donc il y a plus de bruit.
et on obtient des images qui sont de bien moindre qualité. Alors heureusement, les astrophysiciens ont des algorithmes perfectionnés, notamment l'algorithme bayésien qui permet de corriger ces défauts liés au bruit des images et nous donner des images absolument somptueuses. Alors ces algorithmes ont été implémentés en imagerie biomédicale depuis déjà quelques années et ça a donné lieu à de nombreux papiers, notamment sur la perfusion T2 pour la neuro. Et ça a été montré que ça améliore la prédiction du volume cérébral ischémié quand on utilise ces algorithmes en déconvolution pour traiter les images de perfusion cérébrale. Même chose, vous pouvez, grâce à l'augmentation du signal sur bruit, vous permettre d'injecter moitié de gadolinium pour obtenir des résultats tout à fait similaires en termes de volume estimé du parenchyme cérébral ischémié en utilisant ces algorithmes. Alors, il y a d'autres publications qui sont plus anecdotiques sur la perfusion T1, la fMRI, le spin labeling, et puis curieusement, pas grand-chose sur la diffusion. Donc c'était un peu l'idée de notre étude et de nos réflexions. Alors revenons un petit peu sur le plancher des vaches. On va sortir de nos étoiles pour descendre à quelque chose de beaucoup plus clinique. On va partir de Madame G qui a une tuméfaction parotidienne depuis 3 semaines. Alors on a fait du T2, du T1 gadolinium, et puis on a mesuré l'ADC qui est à 0,51 10-3 mm² par seconde. Finalement, c'est une tumeur qui est hautement cellulaire. Alors, à votre avis, quelle est la nature exacte de cette lésion? C'est quand même des traitements radicalement différents, même une prise en charge diagnostique radicalement différente. Entre une tumeur de Warthy, une tumeur bénigne, a priori, ça ne pousse pas en 3 semaines, on va pouvoir l'exclure assez rapidement sur des critères cliniques. Un adénome, un carcinome, un lymphome ou encore un sarcome. Le sarcome étant en général de signal assez élevé en T2 et donne des ADC qui sont clairement au-dessus de ça. Donc finalement, on peut hésiter entre ces deux diagnostics. Alors bien sûr, on se dit, bon, c'est quand même tout à fait différent. Il y en a une qui se traite chirurgicalement et l'autre qui se traite par de la chimiothérapie. Il va falloir faire le diagnostic, bien sûr, avant le traitement. Est-ce qu'on peut se fier à la littérature pour faire le distinguo entre les deux? Alors, sur la parotide, il n'y a pas grand-chose. Par contre, il y a des équipes qui ont publié sur la prédiction de ce biomarqueur, l'ADC, pour savoir si on est affaire à un lymphome ou un carcinome dans le nasopharynx et l'oropharynx. Et l'ADC de Madame G se situe effectivement dans un range qui correspond plutôt à un lymphome, bien qu'il y ait un overlap qui est évident, en tout cas sur ces sous-localisations. Alors sur la localisation parotidienne, vraiment pas grand-chose. Juste un auteur qui s'est intéressé à utiliser l'ADC comme biomarqueur et savoir s'il était indépendant ou non de la taille de la lésion. Et on se retrouve avec finalement Madame G qui a cette tumeur hautement cellulaire qui correspond à un range tout à fait adéquat pour un lymphome. Alors, c'est bien tous ces biomarqueurs, on peut peut-être dire à Madame G, vous avez probablement un lymphome, mais est-ce que réellement, finalement, en pratique clinique, tout ce qu'on a vu ici avec une créativité de biomarqueurs liés à la diffusion très importante, mais est-ce que l'ADC, qui est finalement le biomarqueur le plus utilisé, est-ce que c'est réellement robuste? Est-ce que vous pouvez l'utiliser en pratique clinique? Est-ce qu'on a le droit ou non de faire une prédiction histologique patient par patient? C'est la question fondamentale. Alors, tout le monde m'a toujours dit, bon, oui, l'ADC, vous passez à 3 Tesla, 1.5, c'est la même chose. Vous utilisez 3, 4, 5, 6 valeurs de B, ça vous donne les mêmes paramètres. On a voulu étudier ça, à savoir, est-ce que réellement, vous avez les mêmes valeurs d'ADC en utilisant des valeurs de B différentes, des machines différentes. Alors, est-ce que ces valeurs d'ADC sont indépendantes ou non du champ de la machine, de type de machine? Quel protocole il est licite de faire en pratique clinique? Est-ce qu'il y en a un qui est optimal? Est-ce que finalement on ne peut pas faire mieux en diminuant le temps d'acquisition? Et puis, est-ce qu'on peut implémenter ces algorithmes bayésiens, qui sont des algorithmes de débruitage, pour donner des résultats en termes de valeur d'ADC plus stables, avec plus de bruit dans l'acquisition, c'est-à-dire aller plus vite, ou alors même avec moins de valeur de gradient de diffusion, c'est-à-dire aller encore plus vite. Alors voilà
le résultat du traitement d'ADC standard de Madame G. Alors là, vous avez 6 valeurs de B, 5 valeurs de B, 4 valeurs de B, 3, et puis 3 clinicales, on verra ce à quoi ça correspond, et le traitement bayésien. Alors sur vraiment la qualité des images et le rendu, on se dit, finalement, tout ça, c'est très très proche les uns des autres. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire 6 valeurs de B alors que finalement 3, ça a l'air d'être tout à fait honnête, et les algorithmes de débruitage donnent effectivement des images qui semblent tout à fait satisfaisantes. Alors on a fait 2 parties, on a fait une partie préclinique et on a fait une partie clinique sur cette étude. La première, c'est sur fantômes, c'est-à-dire en mettant des alcanes dans l'IRM. On a utilisé une séquence IVIM avec 4 protocoles d'acquisition différentes, 13 valeurs de B, et en utilisant Oleasphere 3.0. Donc l'avantage d'utiliser les alcanes, les fantômes, c'est qu'on a des valeurs de diffusion qui sont tout à fait standardisées en fonction de la température. Évidemment, le mouvement brownien en chauffant un liquide va monter, donc on se retrouve avec des valeurs d'ADC qui montent avec des températures croissantes, et puis qui sont standardisées en fonction de ces alcanes, qui sont des hydrocarbures. C'est les mêmes que vous mettez dans votre voiture pour que ça fonctionne. 4 protocoles d'acquisition. En commun, ils ont tous les 13 valeurs de B, en partant de B3, une épaisseur de coupe en commun, un nombre de coupes, un field of view, une matrice, et une taille de pixels tout à fait commun. Alors, ce qu'ils ont en différence, c'est que le 1, il a un TE plus élevé que le reste. Le 2, finalement, c'est notre, on va dire, ce qui serait cliniquement envisageable. Le 3, on a augmenté le nombre d'excitations, donc on a doublé le temps d'acquisition par rapport au protocole 2. Et le 4, on a nettement diminué le TR pour essayer d'accélérer au maximum l'acquisition. Alors, ça donne des images entre eux qui sont tout à fait variables. Alors, on a fait, bien sûr, du post-processing avec 4 protocoles. On a utilisé des petits ROI, des grands ROI, et puis on a scindé le dataset en 2 en essayant de voir quel était l'impact de diminuer les valeurs de B pour calculer cet ADC. Est-ce que finalement il y a des différences significatives ou pas, en utilisant les 2 algorithmes d'ADC. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les alcanes? Là, vous avez les 3 alcanes, vous avez les 13 valeurs de B, donc quelque chose d'optimal, et là, vous avez les 6 valeurs de B, donc quelque chose d'infra-optimal. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'entre les 4 protocoles, finalement, qu'on utilise l'algorithme bayésien ici en rouge ou le standard, c'est-à-dire la régression linéaire sur les logs du signal, on a des valeurs d'ADC qui sont différentes d'un protocole à l'autre, notamment ici en baissant le TR, il y a un fort impact sur le calcul d'ADC, que ce soit pour l'octane, pour le décane et un peu moins pour l'indécane. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que le calcul bayésien qui est en rouge ici est toujours plus proche de la ligne noire qui représente la valeur du fantôme, c'est-à-dire la valeur à obtenir dans des conditions idéales. Donc ici, que ce soit pour les 3 alcanes, on a des valeurs de diffusion calculées avec cet algorithme bayésien plus proches. C'est un petit peu moins marqué, bien sûr, pour l'indécane. Alors, que ce soit pour 13B et 6B, on a finalement des choses qui se ressemblent énormément. Et puis, on a utilisé des petits ROI également. Là, c'est les mêmes, ça c'est la slide précédente. On a utilisé des petits ROI qui donnent également exactement les mêmes résultats. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le préclinique? C'est que le bayésien semble toujours plus proche que le traitement standard, plus proche du fantôme, surtout pour l'octane, que 13B, ça est un peu plus proche que 6B, et que finalement, l'utilisation de petits ROI n'affecte pas les résultats. Alors, pour la partie clinique, c'est celle qui nous intéresse le plus, on a pris rétrospectivement 10 patients, 30 patients différents qu'on a scindés sur 3 machines, à 1.5T et 3T. On a utilisé un protocole qui est avec 6 valeurs de B, exactement les mêmes paramètres, et on a tout traité avec Oleasphere. Donc on a scindé ces 6 valeurs de B en 5 datasets. Le 6B qui utilise tout de 0, 50, 100, 500, 750 et 1000. Et puis on a retiré les faibles valeurs de B qui sont potentiellement parasitantes dues à l'effet IVIM.
Et on a comparé également un 3B clinical, celui qui est utilisé en routine clinique par beaucoup d'entre nous, à savoir un B0, B50, B500 et B1000, pour voir s'il y a un impact ou pas sur le calcul d'ADC, que ce soit un calcul utilisant le standard et le bayésien. Donc on s'est retrouvé avec 10 paires de cartographie qui sont appariées pixel à pixel. Voilà le résultat. On a déjà vu ces images qui sont semblables et vous voyez que déjà à l'œil nu, vous avez des choses qui sont quand même très différentes en termes de qualité d'image et on va voir l'impact de l'ADC, du calcul d'ADC sur ces datasets. Donc on a pris des ROI tous de taille identique sur 10 structures, 9 normales, muscles, parotides, sous-mandibulaires, le cordon médulaire, les ganglions normaux, et puis un tumoral parotidien. Donc on a placé sur le logiciel nos différents ROI, et on a pu comparer la déviation standard dans le ROI, qui est très intéressante, puisqu'on est censé débruiter les images, donc la déviation standard dans les ROI est censée chuter en utilisant le bayésien. Et puis on a comparé les valeurs vraies des ADC moyens sur tous ces protocoles, en faisant des t-tests, en faisant de la corrélation kappa, et en faisant également un pourcentage d'erreur, on verra ces résultats, entre les 3 machines et par structure également. Alors, quand on pool tous les ROI, qu'est-ce qui se passe au niveau de la déviation standard? Là, ici, on a le bayésien, ici, on a le standard. Vous voyez qu'entre les 5 protocoles, on a finalement des résultats qui visuellement sont assez proches. Qu'est-ce qui diffère déjà de façon évidente? C'est que pour le traitement bayésien, on a énormément de ROI aberrants ici, des valeurs aberrantes qui sont majeures en utilisant le protocole 3B, qui est le protocole 500, 750 et 1000, et qu'on n'a pas en traitement standard. Donc si on représente ces résultats sous forme de lignes parallèles, on voit que pour le non-bayésien, on a des variations qui sont maximales pour le calcul d'ADC à 3B, alors que sur le non-bayésien, on a des valeurs qui sont clairement au-delà du range. Donc il y a des artefacts. Il y a des artefacts en utilisant cette technique. Quand on regarde en valeur de déviation standard dans les ROI, qu'est-ce qu'on voit également? On voit qu'en utilisant 5B et 4B, on minimise la déviation standard dans le ROI par rapport à 6B, et on se dit, ah, ça c'est peut-être l'effet du B0, l'effet de l'IVIM qui est en train de fausser ses résultats. Le 3B et le 3B clinical arrivent largement en dessous. Maintenant, la valeur de l'ADC moyen dans le ROI, qu'est-ce qui se passe? On retrouve également exactement les mêmes tendances avec des artefacts, des pixels qui sont des ROI qui sont aberrants. Quand on regarde les lignes parallèles, finalement, on se retrouve également avec on va dire, cette difficulté sur le versant bayésien qu'on retrouve un petit peu moins sur le versant standard. Donc, finalement, on se pose la question de est-ce que ces valeurs d'ADC varient, ont des différences significatives entre elles. Alors, bayésien ici, c'est des t-tests entre 6B5B, 6B4B, 6B3B, etc. Et on se rend compte qu'il y a un couple pour lequel les valeurs d'ADC sont strictement égales. Donc on se dit, ah, là, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a des différences significatives quasiment sur tous les autres. Et en utilisant le couple finalement 5B, 4B, on se retrouve avec un facteur, un pourcentage d'erreur qui est minime, puisque ça donne statistiquement les mêmes résultats. Ce pourcentage d'erreur, on peut le calculer par rapport à l'ADC 6B. Si vous faites de l'ADC 6B et que vous vous dites, bon, on peut peut-être diminuer le temps d'acquisition en faisant moins de valeurs de B, quel est l'impact? Si vous aviez fait 5B, vous auriez minimisé entre 6 et 8% vos valeurs d'ADC. 4B, pareil. Le 3B, c'est-à-dire la diffusibilité pure calculée entre 500, 750 et 1000, est très très loin des valeurs, et le clinical est honnête. Alors on se dit finalement le 6B, ce n'est pas idéal parce que ça va mixer de l'IVIM. Est-ce qu'on ne peut pas avoir par rapport à quelque chose de calculé sur 5B? Donc on voit que là, il n'y a pas de différence significative, alors qu'il y a des différences significatives qui sont quand même élevées, entre 10 et 29% pour les autres. Et la même chose pour le 4B. Donc finalement, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On peut retenir de tout ça qu'on peut optimiser les valeurs, la technique d'acquisition pour rendre les choses cliniquement le plus proche possible de la réalité. Autre analyse possible, c'est est-ce que toutes ces valeurs corrèlent entre elles? Et à ce moment-là, on peut
on peut faire des corrélations. Donc ça s'appelle un SPLOM. Ça nous permet de voir qu'effectivement, on est sur des courbes qui ont l'air gaussiennes avec effectivement des histogrammes qui quand même diffèrent beaucoup l'un de l'autre, et puis que les corrélations, elles sont finalement assez mauvaises. Vous voyez ici la dispersion ici des points, par exemple, entre le 3B bayésien et le 5B bayésien, qui est quand même très très gênante en pratique clinique. Donc quand on regarde juste les kappa, on se dit, bon, si les couples corrèlent mieux entre eux, à ce moment-là, on peut peut-être définir si le bayésien ou le standard est meilleur. Et en regardant les kappa, ici, le standard en rouge, il est toujours supérieur, donne toujours des indices de corrélation supérieurs au bayésien. Donc ça, c'est possiblement lié à ces artefacts, et que finalement, on a des kappa assez élevés entre 5B et 6B, et puis très élevés, également assez élevés entre 5B et 4B. Donc là, on est sur des couples qui sont clairement intéressants. Ces kappa, on peut essayer de faire corréler les pixels entre eux, mais en fonction des sous-localisations, puisqu'on a cette information. Et là, de façon très très heureuse, on se rend compte que les meilleures corrélations, que ce soit en bayésien ou en standard, se font pour les tumeurs, et que les tissus sains, finalement, corrèlent moins entre eux. Donc, heureusement, puisque c'est finalement les ROI qui nous intéressent, les ROI sur la tumeur, et que l'impact finalement du choix des valeurs de B et de l'acquisition est assez faible pour ce qui est du ROI sur les tumeurs. Alors, ça amène bien sûr à plein de réflexions différentes. Et quand on regarde ce kappa pour les tumeurs, eh ben, on se rend compte que finalement, tout est assez bon, et les couples 5B, 6B, 6B et clinical, 5B et 3B clinical sont très très bons. On n'a pas fini notre analyse. On s'est dit, OK, on veut l'utiliser en pratique clinique, on veut faire du multicentrique, on veut savoir qu'est-ce que ça donne d'une machine à l'autre, d'un champ à l'autre. Est-ce que c'est un biomarqueur qui est fiable ou pas? Donc on va subdiviser le dataset en fonction des 3 machines, une 1.5 Siemens, une 1.5 Philips et une 3T. Et on va pouvoir faire des statistiques, mais cette fois-ci sur des données non appariées, puisque les patients ne sont pas passés systématiquement sur chacune des 3 machines. Alors, il faut exclure la tumeur parce qu'ils ont des tumeurs différentes, mais par contre, sur le tissu sain, on se dit que ça devrait être au moins des valeurs équivalentes. Eh bien, pas du tout. En pratique clinique, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que ça soit sur un traitement non bayésien ou bayésien, vous avez des énormes différences. Par exemple, là, on prend la sous-mandibule, la glande submandibulaire, entre 1.5 et 3 Tesla. Et puis les deux 1.5 ont des valeurs qui sont systématiquement différentes, avec des variations à plus de 20-30%, quelle que soit finalement la localisation, que ce soit pour la parotide, le muscle, les ganglions, etc. Donc les conclusions de tout ça sont quand même, ça pose quand même beaucoup de questions, notamment concernant l'algorithme bayésien. L'étude préclinique sur fantôme montre que c'est plus performant, mais ça ne bouge pas. Et en clinique, il y a des valeurs d'ADC qui sont cohérentes avec l'ADC standard, mais il y a clairement une susceptibilité aux artefacts qui est supérieure. Alors il va falloir qu'on détermine avec l'équipe de R&D lesquels, et pour essayer d'éventuellement trouver une technique pour filtrer ces artefacts. Est-ce que l'ADC est un biomarqueur robuste d'une IRM à l'autre? Eh ben, pas dans cette étude. Donc il y a vraiment une question qu'on adresse aux industriels en disant, est-ce qu'on ne peut pas trouver une valeur étalon ou un critère qualité? Parce que finalement, parler de biomarqueurs qui changent d'une machine à l'autre, ça ne peut pas aller correctement. Et puis, d'une acquisition à l'autre, on a en préclinique, quand on fait varier le TE-TR et le nombre de gradients, des différences qui sont majeures quand on fait varier le TR, qui ont l'air d'impacter un peu moins sur les valeurs de TE et le nombre de gradients de diffusion. Et puis en clinique, on a des variations qui sont clairement très importantes, entre 0 et 25%, sauf quand on utilise le couple 4 ou 5B, où finalement ces valeurs varient assez peu, entre 0 et 2%, et qui corrèlent bien entre elles, c'est-à-dire avec un kappa important. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une acquisition optimale? Sur la base de cette expérience, on dirait que 3B, il faut vraiment l'éviter, c'est vraiment une mauvaise idée en pratique clinique. Le 3BC est également vraiment inférieur, donc finalement, on se dit, on va pouvoir enlever le B0 et calculer l'ADC sur 5B ou 4B. Bon, qui peut le plus peut le moins, mais il faut faire des acquisitions rapides également. Raison pour laquelle, aujourd'hui, sur ma pratique clinique, je préconise d'utiliser 4 valeurs de B sur 100, 500, 750 et 1000, qui sont bien sûr à confirmer avec des études ultérieures. Pour Madame G, c'était bien un lymphome.
Vous pouvez retrouver des case reports sur le site d'Olea. Elle a été traitée de son lave-foam et elle va bien. Je vous remercie de votre attention. Et, bien, merci beaucoup. On a un petit peu de retard, mais je pense qu'on a le temps, puisque la prochaine séance est à 14 h, de prendre deux ou trois questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Mais rapprochez-vous du micro. Oui. D'abord, j'ai passé une très bonne séance et je voudrais remercier tous les trois pour toutes ces données. Il y a un petit point commun entre vous trois, en fait. Chaque fois que vous évoquez le problème du kurtosis, vous avez un peu omis, quand on compare le kurtosis à l'ADC classique, de dire que le kurtosis, il souffre de l'acquisition longue, avec des TE longs, et il détériore la qualité de l'ADC classique qu'on arrêterait de mesurer à B1000. C'est pour ça que c'est la raison principale des désaccords de la littérature entre l'américain et l'allemand, qui était Rödtke, l'allemand ayant calculé son ADC classiquement, puisque c'est la vraie définition actuelle de l'ADC, en s'arrêtant à B1000, alors que Rosenkrantz avait calculé son ADC global en incluant les B qu'il avait acquis pour le kurtosis. Bon, est-ce que vous êtes... Donc il y a une contradiction là. On prend d'un côté, on améliore d'un côté quelque chose qu'on perd de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait en pratique pour calculer un ADC classique? Compris, monsieur Le Bihan. Alors, en fait, l'ADC classique, il n'existe pas. L'ADC classique, il est défini, comme j'ai essayé de le montrer, par exemple entre 0 et 1000, mais il est faux par définition puisqu'il ne tient pas compte de la non-gaussianité de la diffusion. Donc c'est une approximation que l'on fait. Donc si on prend un ADC classique, donc en fait 2 valeurs de B, il sera toujours plus élevé entre 0 et 400 qu'entre 0 et 800, qu'entre 0 et 1000, qu'entre 0 et 1500. Plus la deuxième valeur de B va être élevée, plus l'ADC va diminuer. Donc le problème, c'est que si on veut comparer des ADC entre différents sites, il faut au moins qu'on ait utilisé les mêmes valeurs de B. Et c'est là le problème, c'est que chacun utilise la sienne. Deuxièmement, il y a un point qui n'est jamais discuté pour l'instant, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas que le facteur B qui compte, il y a aussi la durée des gradients, puisque le temps de diffusion est un paramètre capital, et chaque constructeur va utiliser sa technique. Donc pour la même valeur de B, on peut avoir des temps de diffusion différents. Et c'est sans doute ce qui explique les variations qui sont intéressantes que vous avez trouvées entre 1,5 et 3 Tesla. À valeur de B égale, on ne tient pas la même chose, sans doute parce que les temps de diffusion ne sont pas les mêmes entre les deux machines. Donc ça c'est pour expliquer que l'ADC, en fait, il marche très très bien. Hein. C'est très robuste, je le conseille toujours. Mais voilà, selon les valeurs de B que vous allez utiliser, si ce n'est pas les mêmes que votre voisin, l'ADC ne sera pas le même. Ça, c'est obligatoire, c'est physique. Alors maintenant, comment tenir compte de la non-gaussianité? Là, il n'y a pas le choix, il faut aller vers les valeurs de B élevées. C'est le seul moyen d'y arriver. L'ADC ne peut pas faire ça. Donc le shifter d'ADC que j'ai présenté permet de le faire, puisque donc on a toujours 2 valeurs de B, mais on se décale vers les valeurs de B élevées. Le kurtosis, c'est un modèle, mais il y en a d'autres. Il y a le modèle B exponentiel, il y a le stretch ADC, enfin, il y en a plein qui existent dans la littérature. C'est pour ça que je parlais de modèles. Mais vous l'avez très très bien dit, le prix à payer, c'est que le rapport signal sur bruit va baisser. Donc si on augmente la valeur de B trop, à un moment donné, on croit faire des choses intéressantes, mais on broie du bruit. Donc voilà. Donc c'est un compromis à faire entre la valeur de B la plus élevée possible, compatible avec votre setup. Voilà. Et les key b-values que j'ai proposés, c'est que mathématiquement ou physiquement, on peut très bien calculer quelle est la valeur de B optimale pour un tissu donné, pour une machine donnée. C'est assez facile à faire. Voilà. Alors, selon l'antenne que vous utilisez, selon les gradients que vous avez, la valeur de B optimale ne sera pas forcément la même. D'où les ranges qui ont été présentés. Par exemple, pour la prostate, entre 1500 et 2500. C'est parce que ça dépend de la capacité de la machine. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est la réalité de terrain, malheureusement. Voilà. Compléter, Denis, est-ce que les constructeurs, ils ne donnent pas souvent leur valeur de gradient en termes de longueur, de leur gradient de diffusion, donc, etc. Est-ce qu'on peut, pour les radiologues, se servir du temps d'écho une fois que la matrice est fixée?
suffit pas. Le temps d'écho doit être le même pour toutes les valeurs de B. Bon, ça, c'est la moindre des choses. Certains constructeurs ne le faisaient pas autrefois. C'est-à-dire que donc, si vous prenez une valeur de B à 200 et une à 1500, le temps d'écho variait. Bon, ça, c'est une hérésie, il faut qu'il soit le même. Mais maintenant, je crois qu'il y a plus de problèmes. Non, les durées des gradients ne sont même pas dans les headers d'ICOM. Donc maintenant, je pense que notre devoir, si on veut que la diffusion devienne un biomarqueur reconnu au niveau de la FDA, de la certification européenne en oncologie en général, c'est de travailler vraiment très fort avec les constructeurs pour qu'ensemble, que les radiologues disent voilà ce qu'on veut. Donc il y a une standardisation des paramètres d'acquisition et que tous les constructeurs fassent exactement la même chose. Sinon, les résultats vont toujours être différents d'un site à l'autre et on va nous dire votre technique ne marche pas, regardez, entre tel site et tel site, c'est pas pareil. Mais c'est normal que ce n'est pas pareil, c'est évident. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur des protocoles et que les constructeurs se mettent d'accord entre eux pour faire exactement la même chose. Et qu'ils mettent ces valeurs-là dans les headers d'ICOM, parce que sinon on ne peut pas traiter les données derrière. Voilà. Est-ce que tu as une remarque à faire sur cette discussion? Je partage 100% l'avis de M. Le Bihan. En fait, nous, quand on fait des études sur une machine en utilisant un protocole, ça montre des choses très intéressantes. Il y a suffisamment une littérature prolifique là-dessus. Après, nous, en tant que cliniciens, on a envie d'utiliser ça sur nos machines. Et c'est là où on se dit, soit je me fais une expérience personnelle à partir de 90 patients, ce qui est une étude en soi, soit on essaye de normaliser pour que sur tous les sites, moi je vois des patients qui viennent d'autres sites, je mesure les ADC, mais comme ce n'est pas un biomarqueur qui est fiable, je ne sais pas quoi en faire après. Donc en détectabilité, on l'a vu, en valeur de B élevée, c'est sûr que c'est intéressant, c'est un paramètre, mais ce n'est pas du paramètre quantitatif. L'ADC est un biomarqueur qui a de toute évidence en oncologie un énorme impact, que ce soit sur du pré-thérapeutique, c'est prédictif, sur les variations d'ADC à une phase très précoce du traitement, c'est prédictif, sur la tumeur de parotide, c'est prédictif également de la forme histologie. On a envie d'utiliser cette prédiction par ce biomarqueur, mais pour l'instant, on a des variations d'un site à l'autre, d'une machine à l'autre, qui ne nous permettent pas de faire du multisite, du multicentrique. Et je partage là 100% l'avis de Denis Le Bihan. Il faut que les constructeurs trouvent un moyen pour qu'on puisse utiliser ces données de façon multicentrique d'une machine à l'autre, avec une robustesse au moins, on va dire, inférieure à 10% ou 5%. Ce serait quand même, en pratique clinique, la moindre des choses qu'on peut demander à un biomarqueur. Une dernière question. Oui. Utilisateur d'Oléa, c'est un secret pour personne. Mais en écoutant le troisième orateur, j'ai vraiment une question à lui poser. Là, j'ai un Siemens aussi. Qu'est-ce que je fais alors par rapport aux résultats que vous avez montrés? Plus vous avanciez dans la communication, plus on avait l'impression que vous déconseillez de plus en plus l'utilisation du calcul bayésien de l'ADC que Oléa fournit par rapport à celui avec la régression logistique de Siemens. Qu'est-ce que je fais, moi? Alors, il y a une donnée qui ressort, c'est que si votre acquisition n'est pas du tout artefactée, il est très probable pour que les valeurs d'ADC données par le bayésien soient de meilleure qualité que le standard. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas très robuste, il y a des artefacts, probablement des artefacts liés au mouvement du patient. Quand vous faites 6 valeurs de B, vous faites une acquisition longue. Ces patients qui sont dans l'IRM, souvent, ils ont quand même un cancer, ils sont stressés, ils bougent. Et du coup, c'est probablement ces artefacts de mouvement qui ne sont pas totalement corrigés par leur algorithme de correction de mouvement créent un peu plus d'artefacts probablement, et on va le filtrer. Maintenant, on va faire de la R&D. Moi, aujourd'hui, ce que je préconise en pratique clinique, ce qui est le plus robuste, c'est pour l'instant de faire du standard avec 4 valeurs de B en enlevant les faibles valeurs qui sont artefactantes. Et finalement, qu'est-ce que je dis? Je dis, moi, je gagne 30% de temps sur l'acquisition en faisant que 4 valeurs de B. Ça, c'est quand même bien. Et en plus, c'est plus robuste que si vous en faites 6 à partir d'un B0. Donc, moi, je suis content personnellement sur le versant clinique. Ça me rassure un peu sur quel protocole utiliser. Alors après, vous y croyez pas, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, 4 valeurs de B, c'est le plus robuste. C'est aussi robuste que 5, donc pourquoi est-ce que j'en ferais 5? C'est ça, là. Alors, je vais parler pour Oléa Médical. Vous avez vu, ce qui est important pour nous, avant tout, c'est l'honnêteté scientifique.
ont refusé de ne pas publier, de ne pas montrer, de ne pas communiquer ces résultats, même s'ils n'étaient pas favorables à la technique bayésienne. Parce qu'on n'est pas des intégristes à dire que notre technique, c'est la meilleure technique du monde, etc. Et cette technique, elle doit évoluer, et c'est grâce à ce genre de critique qu'elle évolue. La technique bayésienne en perfusion a montré, et ça a été publié, qu'elle était bien supérieure aux autres techniques. En diffusion, on est en train de la mettre au point. Donc aujourd'hui, elle a ses limitations, tant mieux, très bien. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien, ça veut dire qu'elle doit évoluer. On est en train, justement grâce à ce partenariat très important pour nous, de la faire évoluer. Donc on ne tiendra pas un discours en disant que ce qu'on fait est parfait, pas du tout. Ce qu'on fait est largement améliorable et là on va travailler dessus. Nos équipes, j'espère donc, soit aux prochaines JFR, mais peut-être à l'ECR également, on pourra avoir une communication avec une étude à nouveau, avec une nouvelle version de notre ADC, on va dire ça comme ça, et j'espère que les résultats cette fois-ci seront meilleurs. Merci en tout cas. Merci. Nous allons clore cette séance. Je remercie l'ensemble des orateurs et en particulier Denis Le Bihan qui nous a fait rêver avec l'élastométrie. Il n'y a pas eu de questions sur l'élastométrie, mais en tous les cas, j'ai vu que la salle était très attentive à cette nouveauté. Merci à tous.